Donc nous allons partager cette journée avec une thématique qui est celle de l'accompagnement. Et donc ma fonction ce matin, c'est de rassembler un certain nombre de points de repère pour qu'on soit à peu près sûr, je dis bien à peu près sûr, de savoir de quoi on parle. Parce que déjà l'hésitation entre est-ce qu'on parle de l'accompagnement ou des accompagnements laisse planer un doute. Et c'est vrai que ce doute sur la définition, sur définir ce qu'accompagner veut dire, subsiste. Alors j'ai souvent à cœur de rappeler que l'accompagnement est mis en place, enfin on parle de l'accompagnement depuis une vingtaine d'années, et chaque fois qu'on me demande d'intervenir, c'est pratiquement toujours avec le même prétexte, nous aimerions réfléchir à ce qu'accompagner veut dire. Alors on pourrait se dire, 20 ans plus tard, il y a des trains qui n'ont pas été pris, quelle est cette lenteur? Et en fait, ça n'est absolument pas alarmant, c'est même au contraire très rassurant. Ça veut dire que l'accompagnement n'existe pas quelque part défini d'une manière qu'il n'aurait plus qu'à être appliqué sans aucun discernement de lieu, de contexte, etc. Et par conséquent, la vitalité de l'accompagnement est liée à ce questionnement permanent que des professionnels alimentent par leur réflexion justement sur qu'est-ce qu'accompagner veut dire. Quand on cessera de se poser la question, probablement qu'il sera temps de passer à autre chose. Et d'ailleurs, si on regarde bien notre société, on a des modes, et donc probablement que, comme on dit sur les objets techniques, l'obsolescence est programmée et qu'à un moment donné, on passera à autre chose. Alors j'ai donc évoqué que ça faisait une vingtaine d'années, la chose dont on va parler, l'accompagnement est là depuis une vingtaine d'années, en gros depuis les années 1990, dans toute l'Europe et l'Amérique du Nord, mais aussi l'Amérique du Sud, même si c'est un peu plus encore un peu plus informel, hein. Donc on parle bien de quelque chose qui a pour nom ici l'accompagnement. L'accompagnement est un terme qui est, on ne va pas dire franco-français, mais qui est un des termes privilégiés en France, alors qu'ailleurs, par exemple au Québec, le terme dominant n'est pas celui de l'accompagnement, mais celui du mentorat. Voilà. Bon, je reviendrai juste pour citer situer un petit peu les choses. Donc on parle bien d'un phénomène social. C'est de cet ordre-là, un phénomène social qui s'est répandu dans les années 90 dans une diversité de secteurs. Et ça, c'est une des caractéristiques, d'où l'hésitation entre le ou les accompagnements. Parce que l'accompagnement s'est répandu aussi bien dans les secteurs de la relation à autrui comme l'éducation, la formation, l'insertion, l'orientation, la santé, mais aussi c'est un terme employé abondamment dans les secteurs de la relation économique. Les mutuelles et les banques, par exemple, sont toujours là pour nous accompagner. Et ils nous proposent, avec le même vocabulaire, des rencontres privilèges, et non plus des rendez-vous, pour évoquer nos projets de vie. On est bien dans un vocabulaire commun, quels que soient les secteurs. Et donc ce phénomène, quand on a parlé de ce phénomène social, on a parlé d'émergence de l'accompagnement. Et on glisse assez souvent et facilement sur ce terme émergence. Or, en parlant d'émergence, on signifie quelque chose aussi de précis. On est en train de dire que l'accompagnement existait bien avant, mais immergé. Et à la faveur d'un contexte social, on lui a accordé une importance qu'on ne lui accordait absolument pas avant. Donc l'accompagnement existait bien, mais il n'existait pas, alors tout de suite là je dis avec l'importance, mais aussi on n'en fera pas tout à fait le même usage. Et c'est un petit peu autour de ça que j'aimerais concentrer la réflexion que je vais partager avec vous là en début de matinée. C'est que oui, l'accompagnement existait avant, mais il a donc quelque chose qui reste commun à ce qu'il était avant, mais il y a aussi des ruptures qui sont significatives dans le sens où il faut pouvoir les considérer et voir quelles sont les conséquences de ces ruptures-là. Voilà. C'est autour de ce point-là, donc l'accompagnement en continuité et en rupture, que je vais essayer de rassembler la réflexion ce matin. Alors dire que l'accompagnement a existé n'est effectivement pas nouveau. On peut même aller jusqu'à dire qu'il a probablement toujours été.
L'accompagnement a toujours été, et on peut préciser, il a toujours été lié à une certaine forme de rapport entre les hommes. Ce n'est pas n'importe quel rapport. Voilà. Donc, il y a quelque chose il y a un espace à interroger. Quelle est la qualité de ce rapport que l'on nomme accompagnement depuis la nuit des temps, si on peut dire, parce qu'il y a quand même Socrate et la maïeutique, par exemple, ce n'est pas tout nouveau. Hein. Il y a la direction de conscience, qui a aussi été appuyée d'une forme d'accompagnement. Il y a les formes du conseil, qui oscillent entre donner conseil et tenir conseil, et qui sont bien aussi proches des formes de l'accompagnement. Le mentorat, puisque le mentorat, je disais que c'était le mot à la mode au Québec, mais le mentorat a été forgé, certes, dans le XVIIe, XVIIIe siècle, à la fin du préceptorat, de la mode du préceptorat, mais relié au nom propre, mentor. Mentor qui est le personnage à qui Ulysse, lorsqu'il va entreprendre son Odyssée, confie son fils Télémaque. Et il confie son fils Télémaque à Mentor pour son éducation. Mais on peut deviner tout de suite comme il est fils de roi, Télémaque, que ça n'est pas simplement une éducation au sens d'un enseignement des mathématiques ou des choses de base. Hein. Voilà. C'est une éducation au sens plein du terme, c'est-à-dire lui apprendre son métier d'homme, et même plus que ça, son métier d'homme et de la fonction qu'il devra jouer un jour en prenant la succession d'Ulysse. Voilà, on est dans cet univers-là. Ce qui m'amène souvent à dire que il ne peut pas y avoir, ou il peut y avoir accompagnement dès lors que on est capable de se tenir en présence d'un autre avec moins de méfiance et plus de confiance. Voilà. L'accompagnement commence déjà par une attitude de présence, capacité d'être en présence l'un avec l'autre, l'un en présence de l'autre, l'un en face de l'autre, avec moins de méfiance et plus de confiance. Et ça a l'air d'être simple, mais ça n'est pas gagné. Hein. Jamais, absolument jamais. C'est quelque chose qui se négocie tout le temps. Et j'ai abondamment utilisé le terme de présence, hein, qui indique que voilà, c'est pas par une technique qu'on se rend présent aux autres. Voilà, même si aujourd'hui on parle de construire la confiance, oui, mais par la présence, c'est pas par la technique. Et puis ça veut dire que s'il s'agit d'une attitude dans laquelle on est capable de se tenir en présence l'un de l'autre avec moins de méfiance et plus de confiance, ça veut dire aussi qu'on n'est pas dans une attitude basique, c'est-à-dire une attitude instinctive, qui est notre attitude instinctive à tous. Hein, elle est ou dans l'évitement, la fuite, ou bien dans la fusion et l'adhésion. Voilà. Donc, avec l'accompagnement, on est déjà dans on va dire, une attitude réfléchie, hein, en tout cas une attitude qui dépasse l'instinctivité de base. On verra aussi au passage que toutes les formes d'accompagnement que j'ai citées, Socrate, la maïeutique, la direction de conscience, le mentorat, certaines formes de conseil, toutes ces formes-là, dans leur tradition, prennent en compte la dimension existentielle de la personne. Comme je disais tout à l'heure à propos de Télémaque, on ne va pas se contenter de lui apprendre les bases du calcul ou de l'art oratoire. C'est sa fonction d'être humain qui est en jeu. Voilà. Donc la dimension existentielle est la place d'un homme parmi les autres qui est en jeu. Alors est-ce que c'est toujours le cas? Et si ça ne l'est pas, qu'est-ce qu'on en fera? Pour juste positionner un petit peu la réflexion, donc entre tradition et modernité, si on peut dire, ou actualité plus exactement, entre donc continuité et rupture, ce qu'on doit prendre en compte aujourd'hui, et je pense que ça n'aura échappé à personne, c'est que l'accompagnement aujourd'hui, c'est une commande sociale. Voilà. Et par conséquent, entre ce que je viens d'évoquer, oui, l'accompagnement demande de la présence, c'est chargé d'une attitude d'attention, d'écoute vis-à-vis de la dimension existentielle de l'autre, qu'est-ce que ça peut devenir au jour d'aujourd'hui, lorsque l'accompagnement est maintenant une commande sociale? Voilà.
ça va amener évidemment à un certain nombre de questions. Est-ce que d'abord dans une institution aujourd'hui, on a le droit de refuser d'accompagner? À partir du moment où c'est une commande, est-ce qu'on a le droit? Qu'est-ce qu'il va devenir à partir du moment où il y a une double injonction, à des professionnels l'injonction de devoir accompagner et à des publics d'être accompagnés? Comment va-t-on concevoir l'accompagnement avec un caractère paradoxal, hein, sous injonction? Comment on peut accompagner quand la commande précède la demande, si demande il y a un jour? Et avec le rappel que l'accompagnement est une commande sociale, on notera que l'accompagnement est mis en œuvre aujourd'hui sous la forme de dispositifs. Et donc, qu'est-ce qu'un dispositif? Qu'est-ce que ça va... De quelle manière ça pèse ou ça indique quelque chose de l'accompagnement à partir du moment où c'est organisé sous forme de dispositif? Voilà, donc la question c'est qu'est-ce qu'accompagner veut dire aujourd'hui, sachant qu'il a toujours été et qu'il arrive chargé de tout ça, mais qu'en même temps, il est une commande sociale organisée sous forme de dispositif. Voilà, c'est à ce point-là que je souhaite placer notre réflexion pour qu'on puisse comprendre quelles sont les tensions dans lesquelles on va inévitablement se trouver et les paradoxes auxquels on ne pourra pas échapper dès lors qu'on commence à vouloir accompagner. Alors, pour développer le premier point, le premier point que je vais développer, c'est l'accompagnement entre tradition et actualité. Essayer de repérer les points de divergence, de rupture, tout d'abord, entre l'accompagnement tel qu'il a été conçu traditionnellement et tel qu'on l'a en mémoire, et l'accompagnement avec son actualité. Alors, avant de commencer ce développement-là, je vais juste poser un point d'éclaircissement. Quand on parle de tutorat, de mentorat, de coaching, de conseil, de parrainage, et j'en oublie, compagnonnage par exemple aussi. Tout ce que je viens de nommer, ce sont des formes d'accompagnement. Et si elles ont un air de famille, ces formes, c'est qu'elles émanent toutes d'un même fond. Et le fond, c'est l'accompagnement. Donc le mot accompagnement, c'est le terme le plus général, le moins défini, mais c'est aussi le terme le plus stable à travers les temps. Il y a quelque chose d'identique qu'il conserve, quelles que soient les époques. Par contre, on ne peut comprendre, par exemple, le tutorat qu'en le remettant dans un contexte. Que veut dire le tutorat aujourd'hui et qu'est-ce que voulait-il dire il y a 50 ans? Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour s'apercevoir que la fonction de tutorat a énormément changé. Voilà. Alors, il en est pareil de toutes les formes. Alors, la forme de coaching, par exemple, qui est très à la mode maintenant, eh bien, cette forme, en fait, a eu son envol aux États-Unis après les années 50, où elle était liée au coaching sportif. Et on le retrouve, alors elle est partie des États-Unis en tant que coaching sportif, et elle est arrivée dans les années 80, si vous vous rappelez, avec la formation des cadres, où on les faisait sauter à l'élastique et marcher sur le feu, et toutes sortes d'épreuves qui étaient censées les amener à sortir de leur gonds, à se dépasser. Et voilà, alors on avait oublié le terme coaching, hein, mais il est revenu ensuite. Et en fait, le terme de coaching, si on le réfère au sport, eh bien, bien sûr, on peut le relier à performance, on peut le relier à dépassement de soi, mais en fait, tout simplement, c'est aussi la notion d'exercice. Un sportif, il s'exerce en permanence. Ce qui fait que, par exemple, Philippe Pernoud n'hésite pas à parler de coaching à l'école avec cette fonction d'exercice, justement. Et la notion d'exercice, elle est bien scolaire. Hein, voilà. Alors, le phénomène de mode du coaching
je ne sais pas si ça vaut la peine de s'attarder, c'est un anglicisme et je crois qu'on a à la fois autant besoin de nouveautés que de tradition et il semblait que parler de coaching plutôt que de parler d'accompagnement, ça allait permettre justement d'introduire de la nouveauté dans des formes d'accompagnement qui nous semblaient bien trop traditionnelles. Voilà. Si on accompagne comme on accompagnait à l'école, voilà, en quoi c'est nouveau, voilà. Et puis, le coaching est venu montrer qu'en fait, eh bien, ça n'est pas naturellement pas seulement à l'école qu'on accompagne, mais dans toutes sortes d'occasions. Et voilà, il a permis de montrer justement cette pluralité de situations auxquelles pouvait répondre l'accompagnement et cette forme particulière qu'est le coaching. Alors, toutes ces formes-là, coaching, mentoring, mentoring, c'est pas très développé en France, mais on lui prédit un bel avenir, donc attendons. Conseils, etc. Toutes ces formes-là ne peuvent être définies qu'en fonction des contextes dans lesquels elles s'appliquent. Le tutorat de quel public, dans quel contexte, là, on saura de quoi on parle. Sinon, on sait simplement que c'est une forme d'accompagnement, mais on ne sait pas encore grand-chose. Voilà. Alors, ceci dit, toutes ces formes-là, on va déjà remarquer que ce qu'elles ont en commun, c'est justement le dispositif relationnel. Elles mettent l'accent sur une relation. Ce dispositif relationnel est plus ou moins fort, hein, il a plus ou moins de densité. Et ce qu'on va aussi remarquer, c'est que toutes ces formes d'accompagnement, dotées d'un dispositif relationnel, mettent en place une relation qui tend vers plus d'égalité. Je dis bien, comme j'ai dit tout à l'heure, plus de confiance et moins de méfiance. Il ne s'agit pas de basculer complètement. Hein. Donc c'est un dispositif relationnel où on tend vers plus d'égalité. Et c'est donc, on va mettre en quelque sorte sous le boisseau la relation hiérarchique. Voilà. Elle existe toujours, mais ce n'est pas à partir de la relation hiérarchique ou le rapport professionnel usager, par exemple, qu'on entreprend un accompagnement, même si c'est dans ce cadre-là. On pourra en parler après, hein, voir comment ça se combine. Ce qu'elles ont en commun aussi, c'est des principes éthiques, toutes ces formes. Elles ont un principe éthique, au moins un commun, qui est absolument le principe de base, ne pas se substituer à autrui. Ne pas se substituer à autrui, ça veut dire ne pas penser, ne pas dire, ne pas faire à sa place. Parce que la première se substituer à autrui, c'est la première malveillance, la première nuisance que l'on cause à l'autre, puisque penser, dire et faire à sa place, c'est tout simplement participer de sa négation. Voilà. On le traite comme un objet. Donc, un dispositif relationnel plus ou moins fort avec une relation tendant vers plus d'égalité, des principes éthiques consistant à ne pas se substituer à autrui, et une posture du professionnel qui est une posture qui se tient, qui est dite une posture de retenue ou une posture en retrait. Voilà. Là aussi, on pourra en parler, une posture qui signifie non pas que je vais me retenir de dire quoi que ce soit, mais je vais me retenir de dire à la place de l'autre ce qu'il en est de sa situation et de là où il pourrait aller, de ce qu'il pourrait faire de sa situation. Alors, abordons maintenant les différences entre l'accompagnement, les formes traditionnelles de l'accompagnement et l'accompagnement tel qu'il est aujourd'hui, dans son actualité, une commande sociale. Alors, j'ai noté 7 points, mais ces 7 points-là sont des points qui sont articulés les uns aux autres. Le premier déduit du deuxième, enfin, entraîne le deuxième, etc. Le premier que j'ai pointé, et peut-être ça vous semblera aussi une grande évidence, c'est que autrefois, par exemple dans la direction de conscience, celui qui rentrait dans un dispositif, non pas un dispositif, dans un cheminement avec un directeur de conscience, il y allait parce qu'il aspirait, il avait une aspiration au chemin qui était personnifié par ce directeur de conscience, et il avait une conception de ce directeur de conscience comme un modèle. Voilà. Donc on peut dire que le premier point de rupture, c'est qu'on est passé de l'aspiration à l'injonction. C'est pas la même chose.
Dans un premier temps, l'aspirant, on l'appelait justement l'aspirant, le novice, l'élève, l'apprenti, aspirait à être comme le maître, comme le directeur de conscience, comme le maître. Et que la relation à ce moment-là était fortement asymétrique, puisqu'il y avait celui qui était au tout départ du chemin et celui qui était arrivé, qui était censé arriver. Mais cette asymétrie qui nous apparaît dans un premier temps est en fait un trompe-l'œil. Parce que si on pose ce premier point sur la relation maître-disciple, celui qui est maître ne l'est pas par hasard. Il est maître tout simplement parce qu'il a accompli tout le cheminement et il a d'abord été disciple. C'est la même chose pour le compagnonnage, les compagnons du devoir. On n'est pas compagnon parce qu'on s'est bien taillé une pierre ou qu'on a tant d'années, on est compagnon parce qu'on a accompli tout le cycle avec tous les rites et toutes les initiations et toutes les épreuves. Voilà. Donc il y a une façon de regarder l'autre. Le compagnon regarde l'apprenti, le novice, comme étant celui qui peut, s'il le désire, s'il le veut, un jour devenir comme lui. Voilà. De la même manière que le novice regarde le compagnon pour devenir comme lui. Il y a quelque chose dans cette asymétrie, quelque chose qui est gommé par il y a le cheminement, mais il y a cette notion de comme qui est possible. Voilà. Et ça, c'est un point qu'on oublie et qui est malmené naturellement quand on passe aujourd'hui de l'aspiration à l'injonction. Alors, ce que je vais essayer de suggérer, c'est que il ne s'agit pas de jeter l'eau, comment on dit, le bébé, tout, jeter tout, hein, mais de se dire attention, dans le passage entre la tradition et la commande aujourd'hui, il y a peut-être des choses sur lesquelles il faut veiller, parce que sinon on va perdre l'accompagnement. Voilà. Donc il faut bien prendre en compte ce qui s'est passé et en même temps ne pas perdre la saveur, enfin ce qui fait qu'il y a encore de l'accompagnement. Sinon, on va appliquer le mot accompagnement sur quelque chose qui n'en sera plus. De la même manière qu'on va passer de l'aspiration à l'injonction, on va passer de la notion de modèle au projet. Parce que aujourd'hui, celui qui accompagne le fait plus ou moins sous injonction, celui qui est accompagné le fait plus ou moins sous injonction, et en tout cas celui qui accompagne ne peut plus être dans la posture de modèle. Ça, il ne peut plus. Pour être un modèle, il faudrait que nous soyons dans un monde stable, ce qui n'est plus le cas nous ne sommes plus dans une conception d'un monde stable. Dans un monde stable, on peut avoir des modèles. Dans un monde qui n'est plus stable, on ne peut plus avoir de modèles. Ce qui caractérise notre monde, c'est qu'aucune orientation n'y apparaît plus légitime qu'une autre. Tout se discute, tout est discutable. Donc on ne peut plus dire à quelqu'un, voilà le chemin que j'ai parcouru, à toi aussi de parcourir le même chemin. On doit maintenant travailler à ce qu'on va appeler un projet, c'est-à-dire quel est ton chemin à toi. Voilà. Moi, j'ai tracé un chemin qui m'amène à la posture qui est la mienne maintenant, mais toi aussi, tu as à tracer ton chemin qui ne sera pas le même que le mien. Il y a toujours cette idée d'avoir à tracer un chemin, mais on ne réemprunte plus le chemin qui a été emprunté par un autre. Donc c'est comme ça qu'on passe du modèle au projet. Et c'est aussi comme ça qu'on passe d'un monde où il n'y avait pas question de discuter quoi que ce soit, à un monde où les choses doivent être discutables. Donc un monde qu'on appellera problématique. C'est un monde dans lequel on ne pourra échanger entre nous que des repères. On ne peut pas échanger, voilà la route qu'il faut prendre, mais le repère. Donc, et ça je m'appuie sur un ouvrage de Michel Fabre qui s'appelle « Comment éduquer dans un monde sans repères », je crois bien, ou dans un monde problématique, je ne sais plus le titre exact, où il évoque qu'aujourd'hui, il s'agit d'aider l'autre à trouver sa boussole, à se servir d'une boussole, à explorer et à élaborer sa propre carte avant de l'explorer, et tracer son chemin en fonction des situations et des opportunités. Donc apprendre à se repérer.
On a déjà une indication sur en quoi consiste accompagner, une petite indication, apprendre à se repérer. Ça va entraîner également un basculement, parce qu'au travers du projet, c'est bien, là c'est une formule qui est employée par Boutinet, à travers le projet, c'est bien de se doter d'un cadre pour l'action. Autrefois, l'accompagnement était privilégier ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie, mais qui était, avant d'être appelée la théorie, la méditation. La théorie, j'emploie théorie au sens de méditation. Hein. Voilà. Donc avant, on privilégiait, il n'y a pas si longtemps que ça, on privilégiait la théorie sur la pratique. Avec le projet et le renversement des situations, on renverse également ce rapport théorie-pratique. C'est quelque chose qui est arrivé dans les années 70 avec ce qu'on a appelé la formation. La formation des adultes dotés d'une expérience qui a participé, ou qui aurait dû participer dès le début, mais ça s'est fait plus tardivement, au renversement entre la théorie et la pratique. Donc notre travail ne va pas consister à lui transmettre de la théorie. Le travail de l'accompagnement va consister aujourd'hui à ce qu'il se dote de repères pour son action, donc qu'il construise son projet, et qu'il interroge, qu'il questionne son expérience pour savoir, à partir de son expérience, comment il va pouvoir déployer son projet. Quelles sont les compétences dont il est doté, quelles sont les compétences dont il devra se doter, et tout cela, puisqu'on parle de termes de projet, consistant à l'amener à démontrer, démontrer son pouvoir d'agir. Un terme aussi qui est dans les parages. Hein. On ne peut pas séparer projet, pouvoir d'agir, accompagnement. On a déjà trois termes qui sont... On est dans la même mouvance. Le quatrième point va nous montrer qu'on va passer de la vérité à la réalité. On travaillait avant sur la vérité, on travaille aujourd'hui sur la réalité. Plus précisément, avant on travaillait sur une vérité qui était donnée et qu'il fallait chercher. Ça, c'était tout le travail de Socrate et de la maïeutique. Accoucher d'une vérité déjà là, c'est même pas d'une vérité, c'est accoucher de la vérité unique. Inscrite dans chacun, c'est donc la conception de l'époque, et on est passé de cette vérité donnée, qu'il suffisait de révéler, à une réalité à construire. Donc ça nous indique également le travail qui est le nôtre. On doit d'abord renoncer à l'idée de vérité. On n'aura pas à dire la vérité ni de la personne qu'on accompagne, ni de la situation qui est la sienne. On aura à participer à la construction de la réalité de la situation dans laquelle se trouve la personne. Et ce qui va supposer une conscientisation, qui est un des termes encore à la mode aujourd'hui, ça va avec, hein, la conscientisation de ce qui se joue dans la situation dans laquelle je me trouve. La conscientisation se fait par une posture, réflexivité, il y a encore un terme qui va avec, hein, posture de réflexivité, faire un retour sur soi pour savoir, pour expliciter, encore un autre terme, travail d'explicitation de la situation dans laquelle je me trouve pour conscientiser tout ce qui s'y joue. Et tout ceci se joue à travers le langage, dans et par le langage. Ce qui nous situe dans une perspective constructiviste. Hein, la réalité n'existe pas, elle est construite dans et par le langage, un des principes du constructivisme. Et puisqu'il y a dans et par le langage, c'est une des raisons pour lesquelles il y a relation. S'il y a relation entre accompagnant et accompagné, ça n'est pas, et ça il faut pouvoir s'en défaire, ça n'est pas parce que l'accompagné, serait incapable de trouver son chemin et de construire son projet. C'est parce que cela doit se jouer dans et par le langage
que le langage se joue sur une scène sociale, il est énoncé et validé sur une scène sociale et qu'il implique obligatoirement l'autre ou les autres. Donc l'intersubjectivité, à minima l'intersubjectivité. Donc ça nous indique également que dans notre posture, nous ne sommes pas là pour suppléer à l'incapacité d'un autre. Nous sommes là pour être un interlocuteur dans tout ce travail d'explicitation, de conscientisation et de problématisation, on arrive là aussi, de la situation qui est la sienne. Et le point suivant, effectivement, c'est qu'on passe du donné, d'une vérité donnée, au problématisable. Donc le terme problématisé, qui là encore est un terme, on va dire, à la mode, hein, c'est-à-dire il fait partie de tout ce courant, accompagnement, projet, conscientisé, explicité, voilà, on est réflexivité, on est dans tout ce qui est en train de se nommer, on met les mots pour nommer la situation qu'on appelle accompagnement et qui est celle qu'on vise aujourd'hui. En fait, j'ai plusieurs fois eu l'occasion de le dire, puisqu'il n'y a pas une vérité qui existerait quelque part, puisqu'il n'y a pas une vérité donnée qu'il suffirait de révéler, eh bien, nous sommes rentrés effectivement dans un monde problématisable où le sens n'est plus donné, mais le sens est à construire. Et il se construit jamais seul, il se construit sur une scène sociale. Donc, en même temps que il n'y a pas de vérité unique, il y a donc des points de vue différents sur une situation, et chaque point de vue, quelle que soit la place que l'on est, chaque point de vue fait que chacun est insubstituable à un autre. Chacun de nous est un point de vue insubstituable sur la situation qui est la nôtre. Par exemple, si à midi, on demandait à chacun de faire la narration, parce que ça passe beaucoup par l'oral, la narration de ce qui s'est passé ce matin. Chacun expliciterait à sa manière la conscience qu'il a eue de ce qui s'est joué pour lui ce matin. Nous serions tous un point de vue insubstituable, pourtant d'une situation que nous aurions vécue tous ensemble. Et c'est ce point-là qui est indispensable à comprendre, que si on se met à deux, c'est d'une part parce que ce n'est pas parce que l'autre est incapable, mais parce qu'on va être à deux, au moins un minimum deux, à regarder donc avec des places différentes la situation qui est en jeu. Ce qui va nous faire passer au 6e point de différence, on est passé donc d'une vérité détenue, de la vérité détenue, à l'éthique questionnée. Le mot éthique n'a jamais été autant utilisé que ces 20 dernières années, parce qu'à partir du moment où il n'y a plus une vérité, il faut se questionner en permanence sur qu'est-ce qui va faire vrai, qu'est-ce qui va être vrai dans cette situation-là. Et si je ne peux plus dire à quelqu'un, à celui que j'accompagne, la vérité, le vrai chemin, c'est celui-là, il va falloir travailler avec lui. Qu'est-ce qui va être vrai pour lui? Alors on a tendance à dire, et le terme n'est pas banal, enfin ça peut nous aider à réfléchir aussi, on dit ce qui est vrai pour toi, c'est ce qui va fonctionner pour toi et ce qui a du sens. On emploie les deux termes. C'est ce qui a du sens pour toi et c'est ce qui va fonctionner. Alors le verbe fonctionner est un terme qui est emprunté au domaine technique, donc je m'en méfie un petit peu, mais en même temps, dans notre langage aujourd'hui, il a un sens, il dit quelque chose. Si ça fonctionne, ouais, ça fonctionne, eh bien, j'ai de la motivation, j'ai du désir, j'ai de l'envie, ça a du sens pour moi. Voilà. Ça vaut la peine, ça a de la valeur. Et donc, si on est passé de cette vérité détenue qui faisait que, puisque j'avais accompli le chemin, j'avais la fonction et je détenais quelque chose, à une éthique questionnée, eh bien, ça va encore préciser notre fonction d'accompagnement, qui fait que lorsque je suis dans une fonction d'accompagnement, ça n'est pas au titre d'une vérité que je détiendrai, qui ferait la différence sur celui que j'accompagne. Ce qui va faire ma posture d'accompagnement, c'est que je vais être dans un questionnement
inlassable, inachevable. Mais qui suis-je? Qui suis-je pour parler à l'autre de cette manière-là? Pour qui je le prends? Quel type de relation j'instaure avec l'autre? Et finalement, pour quel monde je travaille? Voilà, quelques questions de base pour introduire à l'éthique. Et le 7e point, qui ne fait que préciser tout ce qui a été posé, c'est qu'on va passer d'un monde de certitude à un monde où l'incertitude prédomine. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas quelque part des certitudes, mais le renversement est conséquent. Et qu'il va falloir accompagner, non seulement la personne qu'on accompagne, on doit pouvoir l'accompagner dans un projet qui comporte son lot d'incertitudes, mais on va l'accompagner avec aussi nos propres incertitudes. Personne ne connaît la vérité de ce qui va pouvoir se jouer, parce que le chemin va se tracer avec tellement d'opportunités à saisir ou pas saisir que, voilà, rien n'est joué, tout est jouable, et tout est jouable tout le temps. Voilà les points, quelques points qui font la différence entre l'enseignement, enfin l'accompagnement traditionnel et l'accompagnement d'aujourd'hui. On pourra en reparler, échanger après, s'il y a des points qui ne sont pas assez précisés, ou peut-être que les points que je n'ai pas nommés, hein, je n'ai pas forcément fait le tour. Alors maintenant, on va pouvoir aborder comment comprendre l'émergence de l'accompagnement aujourd'hui. Donc je disais tout à l'heure que puisqu'on a perdu les certitudes du monde traditionnel, les certitudes des anciens, eh bien on ne peut plus imiter les anciens et qu'il n'y a pas de définition de ce qui est bon, hein, ou on ne peut rien dicter à un autre. Hein. L'information et l'éducation, ça ne consiste plus à suivre ou à faire suivre des chemins tout tracés. Comment procéder maintenant dans ce monde où l'incertitude domine, ou en tout cas l'incertitude domine non pas au sens où elle devrait être justifier nos frayeurs, mais où elle doit être prise en compte, surtout, où on doit absolument prendre en compte. Alors la réponse a été suggérée entre autres par Ricoeur, et Michel Fabre la reprend dans son ouvrage. Ricoeur répond à la question comment faire dans ce monde où l'incertitude domine. Eh bien, il faut préparer les gens à entrer dans un univers problématique. Et c'est une des fonctions de l'accompagnement que de préparer les personnes à entrer dans un univers problématique. Cela suppose donc, comme je le disais tout à l'heure, non pas de dire voilà le chemin que tu dois emprunter, mais quels sont les repères que tu peux te donner, dont tu peux te doter pour comprendre dans quelle situation, sur quelle carte tu te situes, quels sont les chemins qui s'ouvrent à partir de ce point où tu te situes sur la carte, et comment tu vas pouvoir t'orienter toi-même à partir de maintenant. Donc on va s'adresser non pas à un incapable, comme je disais tout à l'heure, mais à un sujet potentiel, au sens où il va pouvoir dire « je », à partir de sa propre subjectivité, voilà ce que je ressens, pouvoir choisir, devoir et pouvoir choisir. Ce qui va nous amener à comprendre l'émergence de l'accompagnement en tant que nouvelle problématisation de l'individu et nouvelle logique sociale. Nouvelle problématique, et puis à la suite, bien sûr, nouvelle manière de procéder. Alors, nouvelle problématisation de l'individu, je l'ai esquissé tout de suite. Aujourd'hui, l'individu est conçu comme une personne autonome. Et le terme personne est important, hein, il figure dans les textes. C'est une personne autonome, sujet-acteur de son parcours, capable de projet et responsable de ses choix. Il faut aller jusqu'au bout pour savoir ce qu'accompagner nous demande. Donc, on accompagne une personne. Alors, une personne, ce n'est pas un individu. Une personne, dit succinctement, c'est une pluralité d'états. Elle a une histoire, elle a un nom. Donc, une personne autonome.
Contrairement à ce qu'on voit régulièrement, et ça c'est un piège dû aux formules des dispositifs, il ne s'agit pas d'autonomiser au sens où une personne n'est pas autonome, on va la plonger dans un bain d'accompagnement, elle va ressortir autonome. Ça n'est pas ça. C'est d'accompagner une personne qui, par nature, par essence, est autonome. Et c'est donc, ça amène à se greffer, à s'accorder, presque au sens musical du terme, à s'accorder à cette autonomie qui est la sienne. Et là, il y a un travail colossal à faire de compréhension de ça. C'est la majorité du temps, on dit la personne n'est pas autonome, je vais la rendre autonome. Ça n'est plus dans l'éthique de l'accompagnement. L'éthique de l'accompagnement, c'est vraiment au sens musical du terme. J'accompagne une personne humaine qui est dotée d'une autonomie. Quelle qu'elle soit, elle a un embryon d'autonomie. Et c'est sur cette autonomie-là que je vais m'appuyer, que je vais la laisser s'appuyer aussi, pour développer plus loin, encore plus loin, plus profondément cette autonomie-là, qui est différente selon les personnes naturellement. Donc c'est une personne autonome, sujet, capable de dire je ressens, je vois, j'entends, je ressens, je me dis aussi. Sujet acteur de son parcours, ça j'y reviendrai. Le terme d'acteur a subi quelques modifications, mine de rien. Aujourd'hui, il veut dire surtout actif. J'y reviendrai. Donc sujet acteur de son parcours, puisqu'il n'y a plus maintenant de place à maintenir, il n'y a que des parcours à tracer. Capable de projet, en termes de capacité, c'est pas pour rien qu'on l'appelle acteur, c'est-à-dire qu'on veut qu'il soit actif, c'est-à-dire on va s'employer à ce qu'il soit actif, c'est-à-dire qu'il démontre qu'il est capable. Ça, c'est tout ce que nous tire la commande sociale. On ne travaille pas avec des incapables, on travaille avec des personnes capables de projet. Donc ils vont devoir identifier leurs capacités et les démontrer pour les faire reconnaître. Capables de projet, donc ils sont capables de dépasser la situation dans laquelle ils se trouvent. On les amène bien à ce dépassement d'une situation dans laquelle ils se trouvent, capables de projet, et, il faut aller jusqu'au bout, je disais tout à l'heure, responsables de ses choix et de leurs conséquences. Ce qui va me permettre de dire les choses autrement. L'accompagnement, là je viens de le développer comme nouvelle problématisation de l'individu. Il faut comprendre l'accompagnement comme inscrit dans une nouvelle logique sociale. Le petit ouvrage qui est très bien fait là-dessus, c'est Isabelle Astier, Les nouvelles logiques du social. C'est-à-dire qu'on est dans une nouvelle lecture de la société. On est bien sûr sorti de l'État-providence et on est passé de l'État-providence à l'État social actif. L'État social actif se traduit par le fait qu'on attend de chacun qu'il soit acteur, c'est-à-dire actif dans la prise en main de sa vie, qu'il sache rebondir, qu'il sache se prendre en main, qu'il sache se reprendre, qu'il sache, bref, se sortir des situations dans lesquelles il se trouve. Et ça, c'est dans la commande sociale de l'accompagnement, c'est bien ça qui est passé. Accompagner quelqu'un pour qu'il se sorte des situations dans lesquelles il se trouve d'une manière active, qu'il n'attende pas passivement, comme ce fut le cas dans l'État-providence, paraît-il. D'où le phénomène de mode autour du terme de résilience. Tout le monde est capable de. On va même maintenant éduquer à la résilience. Donc on se trouve dans une nouvelle logique sociale, à laquelle donc appartient l'accompagnement, qui est une logique sociale qui a la caractéristique d'avoir une centration sur l'individu et qui se traduit par une politique d'activation doublée d'une logique de proximité, parce que pour être actif, pour que l'activation soit efficiente, il faut se rapprocher de la personne, être au plus près d'elle. Donc logique de proximité, le terme de proximité fait partie du vocabulaire des logiques de l'accompagnement. Donc c'est à la fois accompagner la personne à son rythme, au plus près de ce qu'elle est, de sa situation,
Mais c'est aussi tout ce travail qui consiste à ne plus attendre la demande, mais de se rapprocher de la personne avant même qu'elle demande, avant même qu'elle sache qu'elle ait quelque chose à demander. Donc les professionnels de l'accompagnement, et ça c'est le terme très juste d'Isabelle Astier, sont en quelque sorte dans une pédagogie active. Ils prennent le relais d'une pédagogie active. Une pédagogie d'activation des capacités, des compétences. Comme par hasard, le terme compétence, et bien qu'il existe depuis Platon, connaît ce phénomène de mode en même temps. Hein, c'est les mêmes années, depuis les années projet, les années 80, hein, on est dans ce même phénomène. Donc la visée de l'accompagnement, c'est une visée d'autonomisation à des fins de responsabilisation, pour faire plus court. Et entre-temps, on n'aura pas fait attention que le terme autonomie a changé de nature. L'autonomie dont on parle la plupart du temps dans les commandes sociales, c'est une autonomie juridique et responsabilisante qui a pris la place de ce que tous les formateurs, éducateurs, enseignants avaient en tête, d'une autonomie éducative et émancipatrice. On emploie le même mot et on n'a pas fait gaffe. Ce qui veut dire que si dans la commande, il y a bien une autonomie juridique et responsabilisante, il faut que les professionnels de l'accompagnement insufflent ce qui n'est pas dans la commande, mais qui doit absolument être là pour faire de l'accompagnement, c'est-à-dire aussi une autonomie éducative et émancipatrice. Elle n'est pas dans les termes de la commande, c'est aux professionnels de l'insuffler, dès lors qu'on vous dit que vous avez une fonction d'accompagnement. L'autonomie, aujourd'hui, n'est plus le fruit d'une maturation individuelle qui faisait partie des différences. On était plus ou moins autonome, on va dire, hein, selon notre parcours individuel, les chances de la vie, nos origines sociales, etc. Aujourd'hui, l'autonomie, c'est une norme. C'est une norme. Elle pèse sur la tête de ceux qu'on accompagne aussi bien que sur les nôtres. C'est la nouvelle norme. Accompagner, donc, ça n'est plus travailler, comme on dit, ça a été bien développé par, entre autres, Jean-Pierre Boutinier, ça n'est plus travailler sur, Isabelle Astier aussi en parle, ça n'est plus travailler sur le projet d'un autre ou pour un autre, hein, dans les formes caritatives, pour un autre. On n'est plus dans cette notion-là, c'est travailler avec l'autre. Voilà. Hein, la fameuse expression « être avec ». Alors j'aime bien faire cette parenthèse-là. Quand je faisais ma thèse, j'avais lu beaucoup d'articles où certains disent accompagner, c'est être à côté d'eux, d'autres disaient accompagner, non, c'est pas être à côté, c'est être avec. Certains hésitaient. Et puis je me suis dit, mais est-ce que c'est la même chose? Alors j'ai posé la question de savoir si c'était la même chose quand on dit que deux enfants jouent l'un à côté de l'autre ou deux enfants jouent l'un avec l'autre. Bon. Tout de suite, on voit la différence. Et après, j'ai trouvé une petite phrase chez Heidegger qui m'a bien plu. Heidegger dit « Deux pierres qui, à la faveur d'un éboulis, se retrouvent l'une à côté de l'autre, ne peuvent pas être dites l'une avec l'autre. Seul l'homme peut être dit avec l'homme. » Ce qui veut bien dire qu'il y a une dimension éthique fondamentale à avoir pour insuffler à l'accompagnement cette dimension humaine. Je ne veux pas dire que dans la commande, elle n'existe pas. Mais chacun sait que dans la commande, il y a des publics qui ont été ciblés et des catégories avec des étiquetages. Et ce qu'on veut au bout, c'est des résultats. Ce qui s'est passé entre les deux, entre l'accueil de ce public et les résultats, ça appartient aux professionnels. C'est à la fois, alors certains professionnels disent, ils s'en foutent, ça ne les regarde pas de savoir comment on va se débrouiller, on ne va pas s'en sortir, etc. Ben, c'est tant mieux pour l'instant.
tant mieux que cet espace-là appartiennent encore totalement aux professionnels, parce que seuls les professionnels peuvent insuffler cet humainement acceptable qui n'est pas forcément dans les lignes de la commande. En tout cas, la commande peut prêter à toutes les interprétations. Je vais dire ça comme ça. Voilà. Elle peut prêter à toutes les interprétations. Et je rencontre souvent des professionnels qui me disent « Moi, la commande, on me demande tant de résultats, qu'est-ce que vous voulez? J'ai 20 minutes, je ne peux pas faire plus, donc je ne les écoute pas, hein. Je traite des dossiers. Ce qu'ils veulent, de toute façon, c'est une signature, je leur donne, et puis tout le monde est content. » Et puis il y a toujours un collègue qui dit « Ah, ça te contente, toi? Moi, pas. Je ne peux pas me regarder dans les glaces si je fais ça. » Il dit « Mais en 20 minutes, tu fais quoi? Tu peux faire quoi ?» Il dit « En 20 minutes, moi, je prends l'idée que s'il vient me voir, c'est qu'il a envie de rencontrer un autre être humain, pas un bouton, voilà. » Et donc, on se rend compte, on se parle, déjà, voilà, et quelque chose peut se mettre, c'est déjà différent. Hein. Alors, on en reparlera aussi éventuellement, parce comment on peut faire des miracles avec le temps. Donc, je disais tout à l'heure que l'accompagnement est une commande sociale et qu'il est mis en œuvre sous forme de dispositif. Alors là encore, quand j'ai fait ma thèse, je l'ai écrit. Et puis j'en suis restée là, jusqu'au jour où je suis tombée sur un ouvrage de Giorgio Agamben, dont le titre c'est « Qu'est-ce qu'un dispositif ?» Depuis j'en ai trouvé un autre qui est même titre « Qu'est-ce qu'un dispositif ?» chez Gilles Deleuze. En fait, le terme de dispositif, qui est un terme normal, hein, enfin, c'était pas un concept, a été utilisé par Michel Foucault. Alors Michel Foucault, paraît-il, je ne suis pas une spécialiste de Foucault, a la particularité d'employer des termes autour duquel il développe une certaine pensée, une pensée certaine, on va dire, sans que ça aboutisse à un concept. Voilà. C'est sa particularité. Donc le terme de dispositif a été très employé par Michel Foucault sans qu'il soit arrivé au terme de concept. C'est peut-être bien, peu importe. Et en fait, qu'est-ce qu'un dispositif ? Et Giorgio Agamben rappelle que le terme dispositif est un terme qui est employé par une catégorie de métiers, enfin un métier dont la caractéristique, ce sont les militaires, qui fonctionnent par dispositif, donc avec stratégie, but, moyen, opérationnel, être opérationnel. Hein. Il y a une carte, on repère les endroits dangereux, on repère où on peut planquer des choses, les ressources, les stratégies, etc. Voilà. On ne va pas développer tout ça, mais il y a tout un univers à comprendre derrière. Et puis, Agamben va répondre en disant, en s'appuyant sur Foucault, en disant « Une société met en place des dispositifs pour lutter contre ce qui pour elle fait problème. » Alors on sera moins étonné qu'il y ait depuis 20 ans autant de dispositifs d'accompagnement, parce que qu'est-ce qu'il y en a des gens et des catégories de personnes qui font problème. Alors après, on se dit, bah oui, mais quand on met un dispositif pour accompagner des élèves en difficulté, c'est de la bienveillance, c'est pas parce qu'ils font problème. Bah si, ils font baisser le taux de réussite scolaire, c'est un problème. Ils sont en voie de sortie, c'est un problème. Ah oui, mais les personnes âgées, quand on les accompagne en fin de vie, bah oui, c'est un problème, parce qu'avant, il y avait les familles qui s'en occupaient, maintenant, il n'y a plus. C'est bien la société qui doit y répondre. Ça fait problème. Les personnes handicapées, on n'a jamais vu autant de dispositifs pour eux. Bien sûr, c'est heureux qu'ils en profitent, mais les mêmes, il y a 50 ans ou dans d'autres pays actuellement, ne feraient pas problème. Aujourd'hui, on aimerait qu'ils soient autonomes comme tout le monde et responsables comme tout le monde. Il faut bien voir ce qui se joue à travers ça. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, pour les personnes handicapées, c'est quelque chose que je ne dis pas de ma fenêtre, hein, qui est dénoncé par les professionnels du handicap. On les accompagne vers la sortie des institutions. Parce que les institutions n'ont plus les moyens économiquement de les prendre en charge. Ça, c'était l'État-providence. Voilà. Donc, il y a bien des accompagnements qui sont... L'accompagnement, c'est sur une ligne de crête. Vous faites un pas d'un côté ou un pas de l'autre, vous n'y êtes plus. Voilà. C'est toujours sur une ligne de crête. Voilà. Ça demande vraiment de se questionner. Je suis en train de faire quoi, là ? Je vais évoquer maintenant
mais en fait, on aura déjà dit beaucoup de choses. Je suis toujours dans les temps, c'est bon. Un peu. Je vais évoquer 5-10 minutes, oui. Oui, en fait, beaucoup de choses ont déjà été dites, c'est-à-dire que lorsque l'accompagnement arrive dans le champ de la formation, à quoi faut-il s'attendre? Eh bien, à partir du moment où, effectivement, alors dans un premier temps, on peut rappeler quand même que beaucoup ont vu qu'on était passé de l'enseignement à la formation et de la formation à l'accompagnement, et qu'à chaque fois, il y avait une perte au niveau de la transmission. Voilà, donc ça, c'est un angle que beaucoup alimentent en disant plus on va vers l'accompagnement, l'enseignement, la formation, plus on démantèle ce qui avait du sens et qui était inscrit dans cette logique de transmission. Ça serait la logique de transmission qui serait mise à mal. Bon, c'est pas un scoop, mais en fait, dans tout événement, il y a au moins deux regards. Il y a ceux qui disent tout fout le camp, et les valeurs sont derrière nous et on va de mal en pire. Et puis il y a ceux qui tentent à dire d'où on vient, c'était quand même pas le paradis, c'était quand même pas idéal, et on est en route, on est en marche vers quelque chose. Voilà. Donc c'est à entendre parce que ça peut vous questionner en tant que formateur. Est-ce que vous êtes questionné dans cette logique de transmission? Qu'est-ce qui est mis à mal lorsque votre conception de votre métier de formateur, cristallisé autour de cette logique de transmission, vient maintenant à être requestionnée? On se trouve maintenant dans une logique non plus de transmission, mais une logique de développement de compétences, où le formateur a une posture contribuant à l'identification des compétences acquises ou des compétences nécessaires, et donc où le formateur va interroger, va aider une personne, accompagner une personne, soutenir une personne à questionner son expérience. Questionner l'expérience et questionner le projet pour savoir quelles sont les compétences déjà acquises et quelles sont celles qui seraient nécessaires pour mettre en place le projet, ou même celles qui pourront être développées à l'occasion du projet. On a vu aussi qu'à travers l'accompagnement, on accordait plus d'importance, on mettait l'accent plus sur une relation symétrique qu'une relation dissymétrique, mais ça va de soi, puisque je ne suis plus le maître détenteur d'un savoir qu'il n'aurait qu'à transmettre. C'est évident qu'il y a quelque chose de l'ordre qui vient bousculer la relation. Alors, j'ai aussi dit tout à l'heure que si dans l'accompagnement on était deux, c'était pas parce que l'un était incapable, mais bien parce que la réflexivité suppose l'altérité. C'est-à-dire que la réflexion sur sa propre expérience, si elle n'est pas questionnée par quelqu'un qui a cette position d'être autre, eh bien, elle n'aboutit à rien d'autre que ce qu'on sait déjà. Donc, ce qui amène à présupposer que dans la place de l'accompagnement, je dois être à la fois suffisamment semblable, un peu comme le compagnon qui est avec le novice, à la fois suffisamment semblable parce que la place qu'il a aujourd'hui, je l'ai tenue, et en même temps suffisamment autre parce que sinon je fais que confirmer, je ne l'amène jamais à prendre de la distance par rapport à des choses des perceptions qui sont déjà inscrites. Donc on peut, mais ça ce sont des choses que vous devez déjà avoir, on a parlé de réflexivité, dans la posture de réflexivité dans laquelle on va instaurer l'autre, naturellement il y a tout ce travail de distanciation et de prise de recul, distanciation par rapport à soi et distanciation par rapport à la situation que l'on va mettre au travail. Donc là aussi, un autre concept qui est à la mode en même temps que tous ceux qu'on a nommés jusqu'à maintenant, c'est celui de situation. À savoir que dans l'accompagnement, on est moins dans le ciblé sur la personne, comme on parlait dans les années 70, le développement de la personne, on est moins là-dedans, on n'est même plus là-dedans, ou pas tout à fait, on est dans le développement, si je reprends maintenant par exemple la compréhension de la situation par Miguel Benavides, c'est un bon détour, ses ouvrages sur connaître et agir, connaître et EST, agir, où il montre comment on travaille une situation. Eh bien, j'ai perdu mon idée. Je disais quoi?
Oui, le travail sur la situation, voilà. La situation recèle, c'est pas simplement la personne qui a des ressources et des obstacles, mais la situation elle-même est chargée de ressources et d'obstacles. Et donc, on cible moins la personne elle-même que la situation et ce qu'elle peut devenir. La personne fait partie de la situation. Hein. Selon la formule, elle est prise et partie prenante. Voilà. Prise dans la situation, elle est tellement impliquée dedans qu'il lui faut du recul et de la distance pour s'apercevoir de ce qui se joue, et prise et partie prenante, car si elle bouge, ne serait-ce que son regard sur la situation, quelque chose peut changer. On est toujours avec l'accompagnement dans la perspective de démontrer un pouvoir d'agir, c'est-à-dire que les situations sur lesquelles on travaille sont des situations qui vont impliquer la personne comme acteur. Et on n'est plus dans uniquement la réflexion. L'un des points caractéristiques de la démarche d'accompagnement va être une démarche de questionnement, d'explicitation et donc de questionnement. Mais quand tu dis ça, tu dis quoi ? Mais tu veux ça, mais c'est quoi pour toi ? À quel signe tu t'apercevras que tu auras atteint telle ou telle chose ? Tout ce travail qui a été bien développé par Pierre Vermersch dans l'entretien d'explicitation. Hein. Tout ce travail de questionnement qui amène, en fait, on peut dire que accompagner quelqu'un, c'est l'amener à se questionner sur la situation dans laquelle il se trouve. Il ne s'agit pas de comprendre sa situation, bien sûr, c'est quand même le point de départ. Si je ne comprends pas de quoi on parle, voilà. Mais ce n'est pas l'objectif que je comprenne sa situation, puis qu'ayant compris sa situation, je lui dise « Ah ben oui, moi, dans telle situation, je sais, je suis l'expert, je peux te dire. » C'est l'amener à se comprendre dans la situation qui est la sienne. Voilà. D'où le terme, d'où l'abondance du se questionner, se comprendre, et qui fait partie du vocabulaire de la réflexivité. Voilà. En fait, sans questionnement, il n'y a pas de rapport au réel. C'est en se questionnant qu'on construit le rapport au réel. Voilà, et c'est tous ces signes que je viens de nommer à travers narration, explicitation, conscientisation, réflexivité, problématisation, questionnement, c'est tout ce vocabulaire-là qui va traduire, c'est par ce vocabulaire-là que va se traduire la démarche d'accompagnement et qui va amener à un changement de comportement à la fois des formateurs et également des formés, qui ne sont plus à la même place qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans. Voilà, je m'arrêterai là pour cette mise en commun.